Bien, donc bonjour. Alors je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Je suis effectivement donc historien venant des sciences humaines et quand je siège dans des jurys de thèse avec des collègues juristes, ma toge est jaune, alors que vous connaissez bien sûr la couleur des toges des juristes. Alors je suis évidemment historien, mais ça m'est arrivé aussi de prononcer quelques conférences à la Cour de cassation sur les images de la justice ou également sur la question des émotions. Alors, mon propos va consister peut-être à vous surprendre un petit peu. Je vais plutôt saisir une période un petit peu particulière. C'est celle qui va des années 1880 aux années 1940. Alors pourquoi ce laps de temps? Parce qu'on a une sorte d'archéologie des émotions dans la cour d'assises. Et quand on peut les saisir ou les comprendre, ça permet à ce moment-là de se projeter et de comprendre aussi le fonctionnement ici qui se joue dans les cours d'assises d'aujourd'hui. Alors, d'emblée, évidemment, c'est une évidence, mais des fois, il faut les rappeler. Au cours de ces années-là, voilà, je mets ça, parce que, voilà. Au cours de ces années-là, pardon, voilà, vous l'avez ici. Au cours de ces années-là, donc 1880-1940, les grandes émotions ont d'emblée deux fonctions. La première, vous l'avez évidemment un peu deviné, c'est de rendre plus ou moins donc sympathique celui ou celle qui se trouve dans le box des accusés, ou alors parfois évidemment à l'inverse de le discréditer et de le transformer donc parfois en personnage un petit peu donc machiavélique. Alors, évidemment, les spécialistes des émotions, c'est aujourd'hui donc une thématique de recherche qui est très en vogue. Et actuellement se tient en même temps ici à Poitiers un colloque sur la palette des émotions, où celles-ci sont explorées à travers différents regards. Les émotions sont en fait souvent beaucoup plus efficientes que l'appel à la raison. Alors, on peut le regretter, mais dans toute une série de comportements, même les conduites qui semblent plus rationnelles, eh bien, les émotions affleurent toujours, et puis un certain nombre de personnes, de collectivités, de groupes refusent d'être confrontées donc aux émotions, mais les émotions, évidemment, donc, finissent toujours par s'imposer. À tel point qu'au cours de la séquence chronologique que je vais évoquer, la question, évidemment, de la gestion émotionnelle, comme on dit aujourd'hui, eh bien, commence à préoccuper les juristes, qu'ils soient avocats, greffiers, magistrats ou même experts judiciaires. Alors, la cour d'assises, donc là, je ne vous apprends rien, surtout au XIXe siècle, la cour d'assises, évidemment, donc, a plusieurs acteurs, et il y a un acteur qu'on ignore parfois, mais qui joue un rôle relativement important, c'est celui de la foule ou du public. Et on en vient à dire au XIXe siècle, il y a les premières interrogations, la psychologie des foules, que finalement donc le public, c'est une foule assagie ou un petit peu donc domestiquée. Alors imaginez donc le XIXe siècle, vous avez un certain nombre de procès donc particulièrement célèbres, ou alors vous avez donc un crime épouvantable, et le procès en cour d'assises à ce moment-là devient une sorte d'attraction. On n'hésite pas, si je peux dire, à faire le déplacement, puisque si on se remet dans le contexte de l'époque, le cinéma est plus rare, il n'y a pas de radio, et donc à ce moment-là, donc c'est une sorte de scène théâtrale, un théâtre national, et un certain nombre de chroniqueurs judiciaires ne se privent pas d'ailleurs pour le dire. Simplement, peut-être aussi la différence avec aujourd'hui, même si on n'échappe pas à la justice pénale au procès, il suffit d'aller au cinéma, d'ouvrir un poste de télévision, d'écouter une émission de radio. La justice pénale et la justice criminelle a véritablement colonisé l'imaginaire des sociétés. Et à cette époque-là, évidemment, cette colonisation se fait d'abord par l'image. Et vous le savez, donc, c'est la période qui correspond véritablement à l'âge d'or de la presse. Vous avez 4 grands périodiques qui vont servir de support et de publicité et d'écho au procès donc d'assises. Ces 4 grands sont le Petit Journal, le Petit Parisien et le Matin. Alors pourquoi les surnomme-t-on les 4 grands? Parce que chacun de ces périodiques atteint pratiquement donc le million de lecteurs. Et les spécialistes de la lecture pour cette époque-là considèrent qu'un journal acheté correspond à 2 ou 3 lecteurs. Donc imaginez à ce moment-là la force d'impact. Et donc on peut, sans exagérer, prétendre qu'il existe déjà une acculturation donc, judiciaire à travers le procès d'assises et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, voilà. Je vais donc... non, j'ai été trop rapide, excusez-moi. Voilà. Je reviens en arrière, voilà, on est toujours un petit peu trahi parfois par la technique. Voilà.
Donc je vais vous proposer trois entrées. Tout d'abord la question donc des pleurs, ensuite on verra donc les peurs et enfin donc le rire. Donc trois émotions donc fortes qui sont des émotions incontestables. Alors tout d'abord donc faire pleurer. Au XIXe siècle, on porte une grande attention donc à l'activité lacrymale et on l'oublie trop souvent. Les premiers manuels à destination donc des juges d'instruction donc voient le jour. Notamment, c'est un juge d'instruction de la région niortaise qui est sans doute l'auteur d'un de ces premiers donc, manuels. Et donc, on a une diffusion sur l'ensemble de la France. Et dans ces manuels, on voit déjà qu'il faut prêter donc attention plus particulièrement donc au visage de la personne que l'on va interroger, et on donne un certain nombre de conseils d'emplacement dans le cabinet du juge d'instruction, en disant il faut qu'il fasse face à la lumière, et on doit guetter à ce moment-là le moindre tressaillement, le plus petit trait d'expression donc sur sa physionomie, et à ce moment-là, c'est déjà une voie d'accès à ce moment-là pour se forger une opinion. Alors, dans l'importance de ces sanglots, les premières questions que l'on se pose lorsque le procès s'ouvre, c'est tout simplement donc qui pleure et pourquoi. Et donc là, on va voir que c'est pas si évident que ça, parce que vous avez un certain nombre d'accusés, hommes ou femmes, tout d'abord, qui pleurent véritablement. Il y a des larmes, des sanglots qui perlent, c'est incontestable. Mais quand on essaye d'aller un petit peu plus loin, sur quoi pleurent-ils ? Eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre de ces accusés, finalement, donc, versent des larmes sur eux-mêmes, en disant il n'y a pas de chance finalement, d'une certaine manière, ils ont réussi un exploit parce qu'ils ont pris la vie de quelqu'un et finalement ils ne sont pas véritablement récompensés et c'est un petit peu triste pour eux de se retrouver là. Donc finalement c'est un apitoiement pas du tout pour la victime, pour les circonstances, mais c'est d'abord évidemment donc des larmes qui sont versées sur eux-mêmes. Et évidemment donc dans l'enceinte des tribunaux, qui va rapporter ces observations ? Ce sont les chroniqueurs judiciaires. Or, ces chroniqueurs judiciaires, il ne faut pas l'oublier, au cours de la période que j'évoque avec vous, se sont considérés comme des princes du journalisme. On les surnomme parfois le 13e juré. Il y a de véritables, si je peux dire, ténors parmi eux. Ce sont des plumes qui sont recherchées et parfois, parmi les périodiques, notamment les 4 grands que j'ai mentionnés tout à l'heure, il y a des tentatives de débauchage puisqu'on sait pertinemment qu'un grand chroniqueur judiciaire peut faire gagner 10 000, 20 000, 30 000 lecteurs et que déjà à cette époque-là, le lectorat est un petit peu captif et quand on ouvre le journal, on ne commence pas par les débats parlementaires, eh bien on va d'abord regarder donc les affaires criminelles et de la cour d'assises. Alors parmi donc ces chroniqueurs, je vous en mentionne juste un puisque vous le connaissez sans doute et la plupart de ces chroniques ont été rassemblées en volume annuel et c'est aujourd'hui donc à disposition donc sur Gallica, pas la totalité mais à peu près 80%. Donc demain matin, après donc la nuit du droit, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes désœuvré et si vous pensez donc être gagné à ce moment-là par un moment de vacuité, n'hésitez pas à aller voir Gallica, c'est absolument donc passionnant. Alors celui qui est le plus connu s'appelait donc Géo London. Et c'était donc un personnage relativement singulier, puisqu'il était à la fois le secrétaire de la presse religieuse et le secrétaire des Folies Bergères. Donc 2 activités qui ne sont pas forcément donc faciles à concilier, mais c'était une plume absolument donc remarquable, et il avait commencé sa carrière comme reporter international allant en Russie et qui se transformait donc en URSS. Alors, à ce moment-là, vous avez aussi un certain nombre de personnages. Alors, vous voyez ici donc l'exemple tout à fait caractéristique donc de sanglots qui sont versés. Et évidemment, pour ceux qui observent la scène, c'est là de savoir, de pouvoir déterminer donc quelle est la réalité de ces sanglots. Sont-ils véritablement authentiques ? Et à l'époque, alors aujourd'hui c'est passé de mode, mais après tout, si vous voulez abandonner la carrière juridique et vous reconvertir, à l'époque on a une véritable industrie du mouchoir, et le mouchoir sert absolument à tout, à la fois comme porte-monnaie, comme écharpe, comme foulard, mais évidemment, vous l'avez compris, dans une cour d'assises, c'est un adjuvant donc absolument indispensable, parce que ça permet de se tamponner le visage, et donner donc l'impression éventuellement qu'il y a des larmes abondantes que l'on veut éponger grâce à son mouchoir. Et donc, un des jeux, si j'ose dire, des chroniqueurs judiciaires de cette époque-là, c'est d'essayer de vérifier, de déterminer s'il y a véritablement donc des larmes qui perlent, ou au contraire, si c'est une mise en scène.
Et donc ça, c'est un des critères, puisque vous l'avez compris, même quelqu'un qui a commis donc un crime absolument épouvantable. Et à l'époque, on utilise très fréquemment donc la rubrique, ou plutôt donc le vocable monstre pour le désigner. Si un monstre verse des larmes authentiques, ça veut dire qu'il appartient encore à l'humanité et que celui qui a commis un geste absolument épouvantable, eh bien, au moment de son procès, n'est plus forcément le même. Il a cheminé, il a peut-être fait un travail sur lui-même, et donc c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Par contre, l'auteur d'un crime là horrible, qui dissimule et qui fait semblant donc de pleurer, eh bien à ce moment-là, si on a une certitude, bon, eh bien il n'y a pas d'hésitation donc à avoir, et le jury à ce moment-là, évidemment, donc est assez, si je puis dire, aidé dans la prise de décision. Sans compter que, et là vous savez, je ne vous apprends rien, le jury de cette époque-là est composé uniquement d'hommes, il y a 12 hommes, et évidemment, donc, le jeu à ce moment-là des pleurs se joue aussi auprès des jurés, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au cours de ces années-là, plus particulièrement entre les années donc, 1881 et les années 1932, en fonction donc, des textes, lorsque le jury doit décider, eh bien, il est tout seul. Il est accompagné de personnes. Donc il y a un chef de jury qui est désigné, ça avait été le cas par exemple d'André Gide, et puis donc le jury donc, est laissé à lui-même sans forcément donc toujours mesurer, si je puis dire, les conséquences d'une décision, ce qui explique aussi pourquoi au cours de cette période-là, il y a presque immédiatement un très grand nombre de recours de la part du jury quand ils comprennent véritablement quelles ont été les conséquences de leur décision. Alors je ferme cette parenthèse, mais il fallait la rappeler. Alors, toujours est-il que dans cette activité, vous avez donc un certain nombre d'avocats qui ont parfaitement compris donc le rôle des pleurs. Alors, parmi ces avocats, il y a deux personnalités plus particulièrement. L'une, vous la connaissez peut-être comme personnalité, c'est Henri Robert. Et Henri Robert a vraiment donc révolutionné la plaidoirie de cette époque-là. Avant lui, eh bien, finalement, quand on voulait donc plaider, on insistait davantage sur la rhétorique. Voilà, donc les plaidoiries suivaient donc un ordre particulier. Ça pouvait durer 3 heures, et un avocat qui avait bonne réputation était capable à ce moment-là de parler sans discontinuer pendant donc 4 heures éventuellement. Voilà. Et par contre, Henri Robert, lui, va inventer ce qu'on appelait à son époque la plaidoirie express. C'est-à-dire qu'il a considéré que finalement 20 minutes ça suffisait montre en main, et que finalement, pour le jury, c'était pas la peine de lui raconter ou de refaire donc le procès, il fallait simplement insister peut-être sur 3 ou 4 points, et ces 3 ou 4 points donc devaient faire mouche. Et effectivement, à cette époque-là, il a la réputation donc d'obtenir, si je puis dire, un très grand nombre d'acquittements. Alors évidemment, il y a déjà aussi à ce moment-là une rivalité Paris-Province, puisque comme il est considéré comme un avocat particulièrement brillant, il est sollicité dans un certain nombre de cours, notamment donc à Poitiers, et puis là on dit donc finalement c'est de l'esbrouf, ça ne marche pas, c'est du parisianisme, voilà, et il n'obtient pas d'acquittement finalement donc en province chaque fois qu'il se déplace. Donc il a continué sa carrière à Paris. Voilà, bon, là c'est un peu cruel peut-être de dire ça, mais c'est ce que disent donc aussi les contemporains. Alors, je reste aux pleurs. Vous avez donc un autre personnage que vous avez peut-être déjà rencontré qui s'appelait, lui, Raymond Hubert. Donc voilà, les deux patronymes se ressemblent un petit peu. Et Raymond Hubert avait une particularité. Il avait bien compris que finalement, et c'est la vignette que vous voyez, il avait bien compris que finalement la meilleure façon donc d'émouvoir, éventuellement de faire pleurer, c'est de donner l'exemple. Et il était capable d'avoir une activité lacrymale à la demande, à tel point qu'on lui avait donné donc un nom, on l'avait appelé Notre-Dame de la larme à l'œil. Alors ça lui allait très bien, mais effectivement les chroniqueurs judiciaires donnent des prouesses absolument remarquables. Il y a un procès, voilà, donc il pleure, il est vraiment peut-être saisi par l'émotion, et il arrive donc à faire pleurer par contamination progressivement eh bien, ceux qui sont devant lui. Le jury commence à avoir une activité lacrymale. Les membres du public commencent à pleurer aussi. Voilà, les gendarmes qui encadraient le prévenu pleurent. Voilà, et même l'expert judiciaire qui était convié donc se met également donc à verser sa petite larme. Donc là, c'est un petit peu donc l'exploit, mais effectivement, donc ce qui est intéressant, c'est que la larme devient donc véritablement à ce moment-là donc un argument. Et quand un avocat à ce moment-là
comme celui-ci, peut, dans le cadre, par exemple, du réquisitoire, verser une larme, ça veut dire aussi que le jury perd un petit peu de son attention et va porter plutôt son regard à ce moment-là sur l'avocat. Donc c'est ça le trou. Alors je ne dis pas que ça se passe comme ça aujourd'hui. Hein. Je m'arrête à 1940, comme ça je me fâche avec personne. Voilà, c'est beaucoup plus consensuel. Voilà. Hein, donc qu'il n'y ait pas de méprise sur ce que je peux vous dire. Bien. Alors, toujours est-il que les larmes sont aussi quelque chose qui peuvent parfois donc accompagner, si je peux dire, l'ensemble d'une affaire, de l'instant où on découvre un cadavre jusqu'au moment donc où on va tout simplement se présenter donc en cour d'assises. Pourquoi ? Puisque il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je ne parle pas là évidemment de Paris, de la capitale. Il y a une morgue qui est réfrigérée et donc ça c'est une invention des années 1883-1884. Et à l'époque, évidemment, quand c'était en province, qu'est-ce qu'on faisait quand on trouvait un cadavre ? Eh bien, on prenait une porte, on la dégourdait, on la mettait sur 2 tréteaux, et puis on mettait le cadavre allongé sur la porte. Et à ce moment-là, on invitait, si je peux dire, l'ensemble des proches, la famille, mais aussi les voisins, à défiler plus ou moins donc autour du corps de la dépouille mortelle. Et on demandait évidemment donc au juge d'instruction ou au procureur de la République qui était là d'être particulièrement sensible à l'observation faciale. Et donc celui ou celle qui n'exprimait pas la moindre émotion, alors on sait bien que c'est pas vrai aujourd'hui, il peut être totalement tétanisé et incapable d'exprimer une émotion, mais c'était déjà donc l'indice tout à fait que ça pouvait être lui l'auteur du crime. Et donc évidemment, ce savoir des juges d'instruction sur place est transposé aussi donc à ce moment-là dans les cours d'assises pour essayer donc d'obtenir quelque chose de véritable. Alors on a aussi donc d'autres avocats qui manie donc également donc l'activité lacrymale de manière un petit peu particulière. L'un de ces avocats, vous le connaissez aussi, c'est Lachaud, qui est resté donc un des modèles, et ça a été notamment donc l'avocat de Marie Lafarge, pas pour l'affaire principale, pour l'affaire secondaire, et Lachaud a été considéré comme peut-être le plus grand avocat donc du XIXe siècle. Alors, mais Lachaud s'était pris aussi d'affection pour Marie Lafarge de manière tout à fait donc platonique, mais il avait conservé donc dans son bureau eh bien, le portrait de Marie Lafarge. Alors Lachaud, c'était, vous me permettrez cette expression, c'est un avocat un petit peu retors qui n'hésitait pas parfois donc à utiliser des arguments qui passeraient peut-être pas tout à fait aujourd'hui. Il était capable, par exemple, de plaider jusqu'à minuit, de verser une larme et en disant jamais dans une cour d'assises, on a condamné à mort quelqu'un après minuit. Ce qui est évidemment totalement idiot. Enfin, voilà. Mais du coup, les membres du jury le croient, évidemment, et donc ils versent sa larme pour venir renforcer donc, son argument. Et ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est quelques éléments donc, autour de l'activité. Et puis donc Raymond Hubert, que j'ai cité tout à l'heure, comme il a une longue carrière, eh bien, on l'avait surnommé donc, le technicien du sanglot. Et tous ceux à ce moment-là qui versaient des larmes de manière un petit peu exagérée, de manière impromptue ou à la commande, si je peux dire, étaient surnommés comme ça, donc les techniciens du sanglot. Et ils étaient redoutés évidemment par les présidents d'assises. Hein, ça, ils étaient donc informés et donc on faisait très attention. Quand on a un technicien du sanglot voilà, dans la salle d'audience, là, il faut évidemment se prémunir et faire très attention. Bien. Alors, pour respecter le temps qui m'est imparti et laisser du temps, donc deuxième temps de mon propos, faire peur. Alors la peur, donc, c'est une émotion normalement passagère, et donc la peur comme émotion est appelée à être fugace et après éventuellement donc à disparaître. Mais vous savez que dans certaines circonstances, la peur peut durer, et du coup à ce moment-là, si elle s'inscrit, si je peux dire, dans le long terme, c'est plus tout à fait une émotion, ça devient un sentiment. Et donc la peur, vous avez des personnes qui sont peureuses, si je peux dire, davantage que d'autres. Là, ça les accompagne. Et la peur, évidemment, donc joue à ce moment-là donc un rôle aussi important au cours de ces années dans la cour d'assises. Autant le sanglot et les pleurs que j'ai évoqués tout à l'heure, finalement, ça va plutôt du côté de la défense et de l'accusé. Alors que la peur, ça permet plutôt donc de souligner à ce moment-là l'horreur du crime, et la peur en général, quand elle peut être palpable ou prendre consistance dans la salle d'audience, eh bien la peur va plutôt desservir donc l'accusé, et évidemment on va plutôt avoir tendance à charger à ce moment-là donc, si je peux dire, donc la peine. Alors,
Cette peur, avant de rentrer dans les pièces à conviction, il y a un aspect qui n'a pas vraiment été étudié. Il y aurait de quoi faire un best-seller. Je vous dis ça pour la prochaine pause pédagogie, pour les prochaines vacances, si vous voulez vous lancer dans cette exploration. C'est tout simplement donc la lecture de l'acte d'accusation. C'est quelque chose qui a été trop souvent négligé. Mais finalement, remettez-vous donc dans la peau, si vous me permettez cette expression, des différents acteurs de la cour d'assises. Les premières impressions sont souvent les impressions qui sont déterminantes. Repensez par exemple au procès Landru. La lecture de l'acte d'accusation a duré 3 heures. Et le greffier a été obligé de s'interrompre à plusieurs reprises parce que ça lui semblait donc absolument horrible. Et donc, évidemment, une des fonctions de cette lecture de l'acte d'accusation, je ne veux pas dire, je ne vais pas exagérer et généraliser, mais dans un certain nombre de procès, voilà, quand vous mettez comme ça, si je peux dire, à côté des oreilles du public comme ça, donc les horreurs qui ont été commises, évidemment, c'est très difficilement donc supportable. Et puis, ça peut entraîner, provoquer donc des phénomènes de peur, d'effroi, de sidération. Bien. Alors, donc, on va voir tout d'abord quelque chose qui s'est nettement amenuisé, si je peux dire, après donc 1940. Ce sont les pièces à conviction. Et il n'y a pas eu, enfin il y a eu peut-être un mois ou un mois et demi à l'université de Genève s'est tenu, je crois, le premier grand colloque sur l'histoire des pièces à conviction du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Voilà, donc ça c'est de la publicité à peine déguisée, hein, puisque j'étais un des co-organisateurs. Donc quand ça sortira, si vous ne savez pas quoi lire ou offrir, n'hésitez pas. Donc l'histoire des pièces à conviction. Je referme cette page de publicité et je reviens à mon propos sur les pièces à conviction. Alors, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui permet de faire peur, c'est la caricature de cette époque-là. Donc évidemment, vous avez donc avant la guerre de 14, 2 grands périodiques judiciaires qui ont sans doute consacré, si je peux dire, l'âge d'or de la caricature en France. Et à l'intérieur de ces 2 périodiques, qui sont Le Rire et l'Assiette au beurre, eh bien vous avez toutes sortes de grandes plumes qui ont participé. Et certains deviendront après ça donc des peintres reconnus. Je pense en particulier à Kupka, bon, il y a une exposition au Grand Palais, ou à Oran Gris, qui deviendra un peintre cubiste très célèbre dans les années donc 1930. Et donc là, l'image vient aussi donc parfois renforcer donc l'image de la peur. Donc là, il n'y a pas toute la légende, mais on voit que parfois donc le procureur à ce moment-là, dans un certain nombre de récits familiaux, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément bonne presse. Donc on avait jusqu'à présent, pour essayer donc de faire un peu de discipline familiale, voilà, on pouvait menacer donc sa progéniture en disant attention, si tu n'es pas sage, le croque-mitaine va venir. Et donc là, à partir de ces dessins-là, donc on change un petit peu de personnage. Attention, le procureur va venir te chercher si tu n'es pas sage. Voilà. Bon, donc on voit aussi à ce moment dans les mentalités, mais après 1940, c'est quelque chose qui a disparu. Et aujourd'hui, donc, si je puis dire, dans les relations donc parents-enfants, en général, on n'évoque pas quelqu'un du parquet. Voilà. Bon, en tout cas, je ne suis pas au courant. Bon, voilà. Bien. Alors, toujours est-il que j'en reviens donc aux pièces à conviction. Alors ces pièces à conviction donc sont exposées sur des planches, sur des étagères, sur des vitrines. Et disons après la Première Guerre mondiale, on va sophistiquer donc la table des pièces à conviction. On va donc, si je peux dire, les enrober par une vitrine. Et à ce moment-là, dans le jargon, si je peux dire, des chroniqueurs, des magistrats ou des avocats, c'est ce qu'on appelait l'aquarium. Voilà, parce que donc ces pièces à conviction étaient dissimulées à ce moment-là derrière, si je peux dire, ce rempart vitré. Alors, ces pièces à conviction jouent un rôle extrêmement important parce qu'il y a une mise en scène. Là, vous les voyez, le jury, le public arrive comme ça donc dans la salle, et le public parfois peut évidemment donc influer par sa seule présence, par son attitude, par les murmures qu'il peut prononcer. Évidemment, donc le jury, voilà, la frontière n'est pas étanche entre les deux. Alors, ces pièces à conviction qui sont présentées, évidemment, donc, parfois vont être ouvertes ou développées donc, à la demande. Et à cette époque-là, on n'hésitait pas parfois donc, à ouvrir une malle particulièrement nauséabonde, et à ce moment-là, on est obligé de faire une suspension de séance pour aérer la salle, parce que ça devient donc absolument, il y a un chaos olfactif, si je puis dire, donc c'est absolument donc, insupportable. Mais évidemment, donc, il y a davantage. Donc là, je ne vais pas citer de nom, je prends une affaire, par exemple, qui s'est déroulée dans les Deux-Sèvres.
C'est un mari qui a tué sa femme, et la première fois, à l'aide d'une hache, la première fois, il était un petit peu maladroit. Il lui a, si je puis dire, sectionné donc la rotule, et puis la deuxième fois, il lui a tranché le cou. Et la rotule est nettoyée, et elle passe entre les mains des différents jurys. Alors certains, évidemment, la regardent avec une sorte de béatitude, c'est intéressant, puis d'autres veulent absolument pas, donc se dépêchent voilà, de la transmettre à leurs voisins. Et l'exemple de la rotule montre que tout simplement, lors d'un certain nombre de procès, il y a des pièces anatomiques qui passent comme ça, de main en main, entre le jury. Et donc, évidemment, vous comprenez, ça suscite un sentiment d'effroi. Et s'il y a la pièce anatomique, si on l'a là, comme ça, entre les mains, ça veut dire à ce moment-là que celui ou celle qui est dans le box des accusés est forcément coupable. Voilà, là, voilà, c'est humain. Et ça a été renforcé notamment au cours d'un épisode un petit peu sombre de l'histoire de France que vous connaissez. C'est ce qu'on a appelé donc les attentats anarchistes. C'est à ce moment-là, donc, il y a un courant libertaire qui est assez fort en France, et ce courant libertaire va être dévoyé en partie par ce qu'on a appelé donc, tout simplement donc la théorie par le fait. C'est-à-dire que les masses sont inertes, il faut les réveiller. Comment on fait? Eh bien, on provoque des attentats. Donc ça peut évidemment rappeler des actualités plus récentes. Et à ce moment-là, parmi ces attentats, l'un est resté donc célèbre et passé à la postérité. Vous connaissez peut-être. C'est donc l'attentat contre le café Véry. Voilà, une bombe a été jetée. Bon, donc là, il y a plusieurs victimes, des blessés, des morts. Et donc à ce moment-là, lors du procès, on va présenter comme pièce à conviction un fragment de table ensanglanté. Voilà, et c'est ce qu'on montre au jury. Et puis comme si ça ne suffisait pas pour un jury peut-être un peu distrait ou qui avait tendance à s'endormir, à ce moment-là, on présente un bocal, et il y a la jambe du malheureux dans du formol qui est présenté de cette façon-là. Ouais. Donc vous imaginez quand même sans mal donc l'impact et l'incidence de ces pièces à conviction. Donc là, il y a quelques voix extrêmement minoritaires, mais qui dénoncent à ce moment-là le grand guignol de la cour d'assises. Alors, là, c'est un expert judiciaire le plus célèbre, le docteur Paul, qui est mort, je crois, à peu près à 83 ans. Sa dernière autopsie judiciaire, il l'a fait 3 jours avant de mourir. Et on l'avait appelé donc Monsieur 200 000, parce qu'il avait réalisé, semble-t-il, 200 000 autopsies. Et donc, évidemment, c'est un spécialiste des fragments donc, anatomiques. Souvent, donc, quand on parlait du docteur Paul, on s'attendait donc à voir à ce moment-là donc, une pièce anatomique, mais parfois il l'évoquait simplement. Et c'est un autre élément. C'est-à-dire que le docteur Paul avait bien compris que parfois on ne montre pas, mais le fait de raconter donc une histoire peut avoir un impact aussi terrible et faire peur. Je vous donne juste un exemple pour l'illustrer. Il va faire une déposition, donc à un moment donné, c'est un crime un petit peu sordide, il donne une explication, et puis il voit dans la salle, à ce moment-là, donc un de ses amis qui était chroniqueur judiciaire, qui lui fait un geste comme ça. Il ne comprend pas très bien le geste, mais il se dit bon, que je n'ai pas été très clair. Alors à ce moment-là, il recommence, donc il mime, donc on a l'impression de voir, parce que le docteur Paul n'hésitait pas à payer de sa personne, donc on a l'impression de voir la victime comme ça, donc s'effondrer donc, sous les coups de l'auteur du crime. Et donc évidemment, tout le monde est saisi, c'est particulièrement impressionnant, et donc à ce moment-là, on se dit bon, celui qui est dans le box des accusés, c'est la peine de mort, il n'y a pas d'autre solution. Et à la fin, donc le chroniqueur judiciaire lui dit non, mais pas du tout. J'étais en train de vous dire que votre épingle de cravate était mal mise. Voilà. Mais le résultat est là. On voit à ce moment-là que la peur peut parfois arriver par accident, mais à ce moment-là, donc, la frayeur, la sidération qu'il avait pu provoquer avait évidemment eu un impact absolument terrible. Voilà. Donc, ces pièces à conviction, juste aussi pour remettre ça un petit peu en perspective, à cette époque-là, on voit la naissance de la criminalistique. Et à ce moment-là, ces pièces à conviction reçoivent un surnom, c'est ce qu'on appelle les témoins muets. Et vous avez toutes sortes de personnalités qui disent que finalement, par rapport aux témoins parlants, rien n'est plus efficace qu'un témoin muet. Voilà, donc c'est un petit peu, si je peux dire, la ligne de force. Voilà. Alors, je continue puisque le temps passe. Voilà. Alors, oui, simplement donc pour les pièces à conviction, c'est une autre affaire célèbre dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un père qui a voulu convoler, si je puis dire, avoir une vie amoureuse. Il avait 3 enfants et puis il trouvait que ses enfants l'embêtaient un petit peu, ça l'entravait dans sa liberté. Et donc il avait décidé que la meilleure façon, c'était finalement de les faire passer tous de vie à trépas. Alors, je ne raconte pas le détail de l'affaire. Simplement, donc, on a retrouvé dans la maison la chemise du meurtrier.
Et au début, les soupçons ne se portent pas sur le père. Voilà. Et puis après, en cour d'assises, bon, alors évidemment, il y a eu l'instruction, on a réuni toutes sortes de témoignages. La chemise ensanglantée, c'est donc une des pièces à conviction. Et on l'a fait revêtir, évidemment, donc au présumé coupable devant tout le monde, et ça lui va bien. D'ailleurs, c'était la sienne, bon, mais malgré tout. Mais imaginez donc là aussi, donc ça fait peur, et puis la conviction est faite. De toute façon, on peut après ça donc raconter n'importe quel argument. Voilà, c'est donc de façon donc définitive. Alors maintenant, troisième volet, quand même pour terminer, mais le rire n'est pas forcément joyeux, et je vais essayer de vous le montrer. Alors, toujours est-il que le rire est évidemment donc présent en cour d'assises, encore aujourd'hui dans les tribunaux. Ça peut être un rire nerveux, enfin, quel que soit le ressort du rire, le rire peut être aussi un moment de détente lors d'un épisode particulièrement donc dramatique. Alors, il n'y a pas très longtemps, comme ça, il y avait des deux côtés. Il y a une journaliste du Figaro et une journaliste de Libération qui m'avaient interviewé pour savoir si le rire avait une histoire en cour d'assises et si on pouvait remonter le temps. Voilà. Bon, donc c'est quelque chose qui préoccupe aussi donc les chroniqueurs judiciaires d'aujourd'hui qui peuvent trouver parfois incongru. Il y a quelque chose de particulièrement horrible et puis à un moment donné, il y a des ricanements qui peuvent s'élever. Voilà. Et ça peut être parfois de la part du public qui est présent. Bien. Alors, le rire peut évidemment donc avoir plusieurs fonctions, et au cours de ces années-là, on voit apparaître dans un certain nombre de traités et d'ouvrages une critique finalement donc assez forte à l'endroit d'un certain nombre de présidents d'assises. Puisqu'on développe évidemment donc le modèle du président d'assises, le président d'assises doit être particulièrement impartial. Et vous avez très peu de présidents d'assises qui ont, si je peux dire, publié des mémoires. Il y en a quelques-uns. Et à ce moment-là, ils apparaissent véritablement comme des modèles, voilà, pas presque, si je peux dire, des super-hommes qu'on met sur un piédestal et qu'on vénère. Voilà. Mais vous savez, donc, évidemment, bon, on vit dans une société composée d'êtres humains, même si tout à l'heure on parlera sans doute des robots et de l'intelligence artificielle, mais là, évidemment, donc, on a de la matière humaine. Et à ce moment-là, donc, certains de ces présidents donc, se laissent aller. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas forcément donc, à faire une plaisanterie, à placer un bon mot. Et parfois, évidemment, ce bon mot se fait au détriment de celui ou de celle qui est dans le box des accusés. Et là, évidemment, un certain nombre d'observateurs disent « Bon, ça pouvait être drôle, évidemment, mais c'est incongru, ça ne se fait pas. Le président, donc, doit quand même jouer le rôle du tiers extérieur, et c'est lui qui doit donc garantir l'équilibre donc, entre les deux. » Voilà. Donc là, on a déjà donc, cette observation. Et puis, on a aussi donc, un certain nombre d'accusés qui font rire un petit peu à leurs dépens, parce que ça peut sembler effectivement drôle, mais la réalité n'est pas forcément donc voilà. Alors, on a par exemple, ça c'est l'affaire Thérèse, c'est une affaire d'escroquerie absolument donc considérable, jugée en 1907, et cette affaire d'escroquerie, évidemment, donc la vedette, c'est une femme, on en a fait des chansons qu'on avait appelées après la Grande Thérèse. Je raconte pas l'histoire, hein, ce serait trop long, mais donc Thérèse avait donc un défaut de prononciation, donc vous voyez, je suis la plus honnête femme de France. Bon, alors évidemment, elle avait escroqué des millions, voilà. Bon. Mais donc du coup, le fait comme ça de faire rire aux dépens, si je peux dire, d'un défaut de prononciation ou d'une malformation physique, voilà, ou d'une amplitude quelconque. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit évidemment dans les cours d'assises, mais là, évidemment, qui est quand même donc mal évalué de la part des différents donc, observateurs. Alors, je reviens en arrière, excusez-moi, je voulais aller trop rapidement. Alors, le rire peut aussi donc survenir à des moments inattendus. Vous avez un chroniqueur judiciaire qui rapporte notamment donc les paroles d'un accusé qui dit donc vous ne pouvez pas me condamner parce que je ne mange que des pâtes. Je m'appelle Coquard et si on continue à me donner des pâtes, eh bien je vais mourir. Alors effectivement, c'est quelqu'un donc qui avait un régime, mais essayait à ce moment-là donc de susciter donc l'empathie ou la compassion en évoquant donc son régime alimentaire. C'est quelque chose qui ne marche pas. Bon, ceci dit, il a été condamné au bagne et effectivement donc il est mort 2 ans plus tard. Et un chroniqueur judiciaire prend sa défense en disant que le rire est survenu, mais donc personne n'avait donc mesuré, si je puis dire, la portée des propos de celui qu'on venait donc d'entendre. Alors, parmi donc les rires, vous avez aussi donc parfois des accusés
qui peuvent être d'une certaine manière des humoristes un petit peu ignorés, mais le rire permet aussi donc parfois de désamorcer ou alors d'amoindrir la gravité d'un acte. Voilà. Alors, il y a par exemple un accusé qui dit bah, oui, je l'ai tué, mais bon, je ne l'ai pas fait exprès et tout le monde sait que je suis maladroit. Donc à ce moment-là, le chroniqueur note voilà, éclat de rire général. Bon, voilà. Et là, le rire aussi donc est pas totalement anodin. Voilà. Donc souvent, ça provoque une détente. On regarde autrement donc celui qui est dans le box des accusés, mais à la fin du procès, ça se retourne presque toujours contre l'accusé. Par contre, il y a une autre forme de rire qui est un petit peu singulière, et là qui est beaucoup moins drôle. Donc là, j'ai dû le mettre, voilà. Non, voilà. Excusez-moi, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on peut appeler donc le rire grivois. Alors le rire grivois, donc vous savez, depuis Rabelais, on dit bon voilà, on peut faire toutes sortes de plaisanteries qui situent très niveau, donc au niveau de, ou en tout cas en deçà de la ceinture ou de la taille, et donc ça fait partie des gauloiseries de l'humour français. Et dans des affaires de violence sexuelle, eh bien donc là, souvent donc les dessinateurs de presse et les chroniqueurs sont souvent indignés. Puisque donc à cette époque-là, il y a très peu donc d'affaires de violences sexuelles qui sont traduites devant les tribunaux. Hein, les experts, par exemple, utilisent à ce moment-là donc la métaphore de Faudéré, qui est considéré en France comme l'inventeur de la médecine légale, et Faudéré donc emprunte à Voltaire un de ses contes orientaux. Et dans ce conte oriental, vous avez une princesse qui est en train de juger. Il y a la plaignante arrive devant elle, et la princesse prend une épée et un fourreau, et dit regardez ce fourreau, regardez cette épée, si je bouge le fourreau, l'épée ne peut pas rentrer dans le fourreau. Donc si vous avez été violé, c'est que vous l'avez voulu. Voilà. Et donc on se rend compte qu'au XIXe siècle, dans les traités d'expertise judiciaire, alors nous avons fait un collectif un petit peu là-dessus qui s'appelle le Corps Lambeau, et bien donc les femmes adultes qui sont violées sont forcément des victimes consentantes. Bon. Et donc à ce moment-là, l'attention se porte uniquement par rapport aux mineurs. Alors ces mineurs, donc à l'époque, je vous rappelle, la majorité civile c'est 21 ans, c'est pas comme aujourd'hui, mais notamment par rapport aux enfants. Et donc vous avez un certain nombre de procès, et les dessinateurs de presse le montrent, où finalement donc, le récit de l'agression sexuelle provoque non pas un rire éclatant, mais plutôt une sorte de sourire narquois. Voilà, ça amuse. Et il y a un président d'assises, à un moment donné, l'avocat donc voilà, l'interpelle, et puis le président d'assises dit « Oh, mais je sais ce que c'est que de prendre une femme ». Voilà, donc voilà, j'ai l'air d'exagérer, de caricaturer, mais n'oublions pas quand même que la justice, au cours de cette époque-là, est rendue par des hommes. Et quand effectivement donc, des victimes femmes essayent d'avoir un accès donc, aux différentes juridictions répressives, c'est quelque chose qui n'est pas du tout entendu. Et Léon Vert, c'est un chroniqueur judiciaire, mais aussi donc, un très grand romancier que vous avez déjà peut-être lu et qui a fait notamment donc, un roman absolument donc, remarquable sur l'Exode en 1940. Mais avant, évidemment, comme il fallait bien vivre, il a voulu adopter donc, la position de l'ethnographe. Il a suivi comme ça donc à Paris toutes les juridictions possibles, tribunal de simple police, tribunal correctionnel et puis cour d'assises. Et à ce moment-là, il y a une affaire qui est jugée par une cour d'assises et c'est un photographe qui a abusé de son modèle. À part que évidemment le modèle avait 12 ans, donc là c'était évidemment une fillette. Et donc au début évidemment c'est beaucoup plus dramatique et puis à un moment donné donc le photographe a une sorte de trait d'esprit. Et puis ce trait d'esprit est partagé par l'ensemble de ceux qui sont là, le président et puis même l'avocat. Et donc c'est un petit peu comme si c'était l'histoire un petit peu grivoise qu'on se racontait donc au club entre hommes. Et à ce moment-là, donc la victime n'a plus aucune importance. Et évidemment, tout ce qu'elle peut dire à ce moment-là devient totalement donc inaudible. Donc ça, c'est aussi donc l'aspect aussi du rire. Hein, le rire peut être aussi donc un rire grivois, mais qui à ce moment-là, jusqu'aux années donc 1940, se retourne évidemment donc contre les personnes. Voilà. Et puis évidemment, on a parfois donc ce genre de déclaration, voilà, qui, alors c'est humour hein, de cette époque-là. Aujourd'hui, ce type de phrase évidemment ne susciterait pas, si je peux dire, donc le moindre sourire. Alors, pour terminer, pour laisser peut-être un petit peu de temps à la discussion. Alors, voilà, ça c'était les vignettes que je voulais vous montrer. C'est des dessinateurs de presse, c'est le rire grivois.
Et donc, parfois, il y a un certain nombre c'est pas une surinterprétation, mais on demande à ce moment-là donc à la victime d'une violence sexuelle de raconter une nouvelle fois ce qui lui est arrivé. Comment? On n'a pas bien entendu? Est-ce que vous pourriez recommencer? Oh, c'est croustillant, c'est intéressant. Et donc, ça s'est passé comme ça. Ouais, voilà. Alors, autre type de représentation, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, voilà, quand la cour s'amuse, ça veut dire que c'est forcément une affaire de violence sexuelle qui est traitée. Et là, évidemment, donc là, les magistrats semblent très austères, très sévères. Là, c'est une gamine, une jeune bergère, bon, qui a été violée donc dans un champ. Et en fait, là, les magistrats vont lui faire répéter donc à plusieurs reprises donc son histoire. Et comme elle va bafouiller, elle va faire rire l'assistance. Et c'est un petit peu comme l'exemple que je vous disais tout à l'heure. La réalité du crime à ce moment-là est évaporée, elle disparaît. Bon, voilà, bien. Donc, en guise de conclusion, donc, ce que je voulais dire, premièrement, c'est que les émotions, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, occupent, en tout cas pour cette période-là, une place centrale, alors que dans la plupart des traités juridiques, même dans les traités d'éloquence, finalement, donc, la question des émotions, donc, souvent, est extrêmement minimisée. Alors que bon, là, je vous apprends rien, vous savez autant que moi, l'émotion est présente et voilà, et on ne peut pas donc la supprimer à l'aide d'un commandement. Bien. Alors, on peut aussi voir que dans cette émotion, je prends l'exemple de l'affaire des sœurs Papin que vous connaissez, c'est ces deux bonnes au Mans qui avaient énucléé donc leur patronne, et quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert un œil sur la première marche, ce qui donnait déjà l'ambiance. Mais à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est la qualification du crime. Quand on regarde l'acte d'accusation et ce qui a été retenu au moment du procès, c'est tout simplement donc le crime de colère. Or, le crime de colère, est-ce que c'est une qualification donc juridique ou est-ce que c'est une catégorie médicale? Non. Eh bien, donc, elles ont été jugées pour un crime de colère. Voilà. Donc ça, c'était mon premier point de conclusion. Deuxième point de conclusion, pour dire quand même que les émotions ont été l'objet de réflexion, mais de manière donc feutrée et en dehors de la sphère juridique. Mais par exemple, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui était le professeur Janet, qui était un psychologue, l'inventeur un petit peu de la psychologie sociale, a été élu professeur au Collège de France pour traiter donc à ce moment-là des émotions et de dire que toutes les disciplines et tous les secteurs d'activité ne peuvent pas ignorer donc les émotions. Et puis donc troisième point de cette conclusion, pour dire que la force des émotions donc est indéniable. Et aujourd'hui donc maintenant vous allez dans n'importe quelle librairie ou dans n'importe quelle bibliothèque, les ouvrages sur la gestion ou l'instrumentalisation des émotions donc pullulent. Voilà, et donc il faudrait le faire aussi pour l'époque plus contemporaine. Mais moi donc par lâcheté, je me suis arrêté donc comme je vous le disais tout à l'heure à 1940. Bon, aujourd'hui on peut se fâcher donc avec tel ou tel partenaire ou tel acteur de la justice. Je vous remercie. Monsieur Frédéric Chauveau, qui a su faire passer des émotions. Je reprendrai une phrase de notre bâtonnier Bénichou qui disait tout à l'heure, à travers les écrits, on ne fait pas passer d'émotions, c'est l'audience qui s'en charge. Eh bien, c'est évident. Est-ce que dans l'auditoire qui s'est encore agrandi, et c'est vraiment génial parce que c'est la nuit du droit, c'est la nôtre, c'est la vôtre, eh bien, est-ce que vous avez quelque intervention ? Alors, je répète la règle pour celles et ceux qui sont devant des pupitres. Vous avez un petit bouton rouge. Vous appuyez. Oui, je vous en prie. Oui, ce n'est pas une question particulièrement juridique, mais quand vous parlez justement de la publicité qu'ont pu avoir les procès en cour d'assises au travers des périodiques de l'époque, est-ce que vous ne pensez pas que sur le maniement des preuves notamment, il y a eu un effet boomerang sur... Finalement, la publicité qui en était faite n'a pas pu pousser finalement les avocats au sein de la cour d'assises à faire quelque chose de plus extraordinaire, de montrer des jambes, des... Non, mais alors là, tout à fait. Mais il y a également donc un autre phénomène historique que je n'ai pas évoqué, mais les magistrats, par exemple, se plaignent, surtout à partir de 1914 jusqu'en 1940, des avocats, en disant que les avocats donc, ont multiplié les incidents d'audience de toutes sortes, tout simplement pour perturber, si je puis dire, à leur avantage le déroulement du procès et se rendre en quelque sorte maître du jeu. Voilà. Mais vous avez raison, par exemple,
quand la criminalistique se met en place, donc là on a toutes sortes de preuves matérielles, et à ce moment-là ces preuves matérielles sont diffusées donc auprès du grand public. Il ne faut pas oublier que par exemple en 1928, on voit par exemple dans les kiosques un périodique nouveau, c'est le Premier Détective, et le Premier Détective a d'abord une caution littéraire, les frères Kessel sont associés, et pendant la crise de 29, eh bien Détective, c'est dans l'escarpelle, si je peux dire, des éditions Gallimard, et Détective a permis donc à Gallimard de traverser donc toute cette période de turbulence économique. Donc personne s'en est vanté, mais les premiers tirages de Détective, c'est 500 000 exemplaires. Voilà, donc reportage en photo, et donc là on a un large public qui est tout à fait donc familiarisé. Effectivement, après, il y a un phénomène circulaire de rebond, tout à fait. Oui. Une autre question ? Bonsoir et merci pour cette présentation très dynamique, et merci d'avoir choisi surtout de nous faire rire plutôt que pleurer. J'avais une question suite à cette présentation. Comment sont perçues justement ces émotions? Est-ce qu'on les laisse libres d'expression, ou parce que ça fait partie de la théâtralisation du procès, ou est-ce qu'à un moment donné on intervient et on y met vite fin? Merci. C'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que logiquement, dans cette société, cette époque-là, on doit être maître de ses émotions. Et d'une façon générale, dans la plupart des professions, les émotions n'ont pas forcément bonne presse. Il y a un livre récent qui est sorti sur une histoire de la virilité. Voilà, et donc à ce moment-là, c'est le culte de l'homme viril, et l'homme viril ne peut pas pleurer. Donc dans l'enceinte des tribunaux, donc un acteur quel qu'il soit, si c'est un homme, peut pas trop utiliser donc les émotions. Voilà. Mais des fois justement, donc elles sont utilisées comme argument sans forcément que ce soit prévenu. Et si c'est comment dirais-je, un témoin qui peut éventuellement donc manifester une vive émotion, ou parfois donc l'accusé, et bien donc là, si c'est exagéré en longueur, donc là on n'aime pas par exemple quelqu'un qui a une voix chevrotante et qui pleure pendant 10 minutes, donc là on arrête. Mais effectivement donc l'émotion est apparue, on n'en veut pas, mais malgré tout elle reste efficace. Oui, c'est une opposition entre affect et raison, avec néanmoins un maître du jeu.